Le nombre de récits de vie humains est de 6174, ce qui correspond à la première constante de cas précaire. Qu'ils proviennent d'hommes ou de femmes, d'Europe ou d'Asie, d'Amérique ou d'Afrique, qu'ils soient ou non achevés, tous s'accordent sur un point, et d'ailleurs sur un seul: le caractère insoutenable des souffrances morales occasionnées par la vieillesse. C'est sans doute Brunel, dans sa concision brutale, qui en donne l'image la plus frappante lorsqu'il se décrit, plein de désirs de jeune, avec un corps de vieux. Mais tous les témoignages, je le répète, coïncident, que ce soit celui de Daniel I, mon lointain prédécesseur, ceux de Rachid I, Paul I, John I, Félicité I ou celui particulièrement poignant d'Esperanza I. Vieillir, à aucun moment de l'histoire humaine, ne semble avoir été une partie de plaisir. Mais dans les années qui précédèrent la disparition de l'espèce, c'était manifestement devenu à ce point atroce que le taux de mort volontaire, pudiquement rebaptisé départ par les organismes de santé publique, avoisinait les 100%, et que l'âge moyen du départ, estimé à 60 ans sur l'ensemble du globe, approchait plutôt les 50 dans les pays les plus avancés. Ce chiffre était le résultat d'une longue évolution, à peine entamée à l'époque de Daniel I, où l'âge moyen des décès était beaucoup plus élevé et le suicide des personnes âgées encore peu fréquent. Le corps enlaidi, détérioré des vieillards était cependant déjà l'objet d'un dégoût unanime, et ce fut sans doute la canicule de l'été 2003, particulièrement meurtrière en France, qui devait provoquer la première prise de conscience du phénomène. La manif des vieux avait titré Libération le lendemain du jour où furent connus les premiers chiffres. Plus de 10 000 personnes en l'espace de 2 semaines étaient mortes dans le pays. Les unes étaient mortes seules dans leur appartement, d'autres à l'hôpital ou en maison de retraite, mais toutes, quoi qu'il en soit, étaient mortes faute de soins. Dans les semaines qui suivirent, ce même journal publia une série de reportages atroces, illustrés de photos dignes des camps de concentration, relatant l'agonie des vieillards entassés dans des salles communes, nus sur leurs lits, avec des couches, gémissant tout le long du jour sans que personne ne vienne les réhydrater ni leur tendre un verre d'eau. Décrivant la ronde des infirmières, dans l'incapacité de joindre les familles en vacances, ramassant régulièrement les cadavres pour faire place à de nouveaux arrivants. Des scènes indignes d'un pays moderne, écrivait le journaliste, sans se rendre compte qu'elles étaient la preuve, justement, que la France était en train de devenir un pays moderne, que seul un pays authentiquement moderne était capable de traiter les vieillards comme de purs déchets, et qu'un tel mépris des ancêtres aurait été inconcevable en Afrique ou dans un pays d'Asie traditionnelle. L'indignation convenue soulevée par ces images s'estompa vite, et le développement de l'euthanasie provoquée, ou de plus en plus souvent librement consentie, devait au cours des décennies qui suivirent résoudre le problème. Il était recommandé aux humains d'aboutir, dans toute la mesure du possible, à un récit de vie achevé, ceci conformément à la croyance, fréquente à l'époque, que les derniers instants de vie pouvaient s'accompagner d'une sorte de révélation. L'exemple le plus souvent cité par les instructeurs était celui de Marcel Proust qui, sentant la mort venir, avait eu pour premier réflexe de se précipiter sur le manuscrit de la recherche du temps perdu afin d'y noter ses impressions au fur et à mesure de la progression de son trépas. Bien peu, en pratique, eurent ce courage. Daniel 1,8. En somme, Barnabé, il faudrait disposer d'un puissant vaisseau, d'une poussée de 300 kilotonnes. Alors, nous pourrions échapper à l'attraction terrestre et cingler parmi les satellites de Jupiter. Captain Clark. Préparation, tournage, post-production, tournée promotionnelle restreinte. 2 mouches plus tard étaient sorties simultanément dans la plupart des capitales européennes, mais je me limitais à la France et à l'Allemagne.
En tout, j'étais resté absent un peu plus d'un an. Une première surprise m'attendait à l'aéroport d'Almeria. Un groupe compact d'une cinquantaine de personnes, massé derrière les barrières du couloir de sortie, brandissait des agendas, des t-shirts, des affiches du film. Je le savais déjà d'après les premiers chiffres. Le film, légèrement boudé à Paris, avait été un triomphe à Madrid. Ainsi d'ailleurs qu'à Londres, Rome et Berlin. J'étais devenu une star en Europe. Le groupe, une fois dispersé, j'aperçus, tassé sur un siège dans le fond du hall des arrivées, Isabelle. Là aussi, ce fut un choc. Habillée d'un pantalon et d'un t-shirt informe, elle clignait des yeux en regardant dans ma direction avec un mélange de peur et de honte. Lorsque je fus à quelques mètres, elle se mit à pleurer. Les larmes ruisselaient le long de ses joues sans qu'elle essaie de les essuyer. Elle avait pris au moins 20 kilos. Même le visage, cette fois, n'avait pas été épargné. Bouffie, coupe rosée, les cheveux gras et en désordre, elle était affreuse. Évidemment, Fox était fou de joie, sauta en l'air, me lécha le visage pendant un bon quart d'heure. Je sentais bien que ça n'allait pas suffire. Elle refusa de se déshabiller en ma présence, reparut vêtue d'un survêtement molletonné qu'elle portait pour dormir. Dans le taxi qui nous ramenait de l'aéroport, nous n'avions pas échangé une parole. Des bouteilles de Cointreau vides jonchaient le sol de la chambre. Le ménage, ceci dit, était fait. J'avais suffisamment glosé au cours de ma carrière sur l'opposition entre l'érotisme et la tendresse. J'avais interprété tous les personnages. La fille qui va dans les gangbangs et qui par ailleurs poursuit une relation très chaste, épurée, se relâle avec l'amour authentique de sa vie. Le bénet à demi impuissant qu'il accepte. Le partouzard qui en profite. La consommation, l'oubli, la misère. J'avais déchiré de rire des salles entières avec ce genre de thème. Ça m'avait fait gagner aussi des sommes considérables. Il n'empêche que cette fois, j'étais directement concerné et que cette opposition entre l'érotisme et la tendresse m'apparaissait avec une parfaite clarté comme l'une des pires saloperies de notre époque, comme l'une de celles qui signent sans rémission l'arrêt de mort d'une civilisation. Fini de rire, mon petit con, me répétais-je avec une gaieté inquiétante, parce qu'en même temps la phrase tournait dans ma tête, je ne pouvais plus l'arrêter, et 18 comprimés d'Atarax n'y changeaient rien. Il fallut, au bout du compte, que je me termine au pastis tranxène. Mais celui qui aime quelqu'un pour sa beauté, l'aime-t-il? Non, car la vérole, qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu'il ne l'aimera plus. Pascal ne connaissait pas le Cointreau. Il est vrai aussi que, vivant à une époque où les corps étaient moins exhibés, il surestimait l'importance de la beauté du visage. Le pire est que ce n'était pas sa beauté en premier lieu qui m'avait attiré chez Isabelle. Les femmes intelligentes m'ont toujours fait bander. À vrai dire, l'intelligence n'est pas très utile dans les rapports sexuels. Elle ne sert à peu près qu'à une chose, savoir à quel moment il convient de poser sa main sur la bite de l'homme dans les lieux publics. Tous les hommes aiment ça. C'est la domination du singe. Des résidus de ce genre, il serait stupide de l'ignorer. Reste à choisir le moment et l'endroit. Certains hommes préfèrent que ce soit une femme qui soit témoin du geste indécent. D'autres, probablement un peu pédés ou très dominateurs, préfèrent que ce soit un autre homme. D'autres, enfin, ne goûtent rien tant qu'un couple regarde complice. Certains préfèrent les trains, d'autres les piscines, d'autres les boîtes de nuit ou les bars. Une femme intelligente sait cela. Enfin, j'avais quand même de bons souvenirs avec Isabelle. Sur la fin de la nuit, je pus atteindre à des pensées plus douces et quasi nostalgiques. Pendant ce temps, à mes côtés, elle ronflait comme une vache. L'aube venant, je m'aperçus que ces souvenirs s'effaceraient eux aussi assez vite. C'est alors que j'optai pour le pastis tranxène. Sur le plan pratique, il n'y avait pas de problème immédiat. Nous avions 17 chambres. Je m'installai dans une de celles qui dominaient les falaises et la mer. Isabelle apparemment préférait contempler l'intérieur des terres. Fox allait d'une pièce à l'autre, ça l'amusait beaucoup. Il n'en souffrait pas plus qu'un enfant du divorce de ses parents.
Plutôt moins, je dirais. Est-ce que ça pouvait continuer longtemps comme ça? Eh bien, malheureusement, oui. Durant mon absence, j'avais reçu 732 fax. Et je dois reconnaître, là aussi, qu'elle avait régulièrement changé la pile de feuilles. Je pouvais passer le restant de mes jours à courir d'invitation en festival. De temps en temps, je passerais. Une petite caresse à Fox, un petit Ranxen et hop! Pour l'instant, quoi qu'il en soit, j'avais besoin d'un repos absolu. J'allais donc à la plage, seul évidemment. Je me branlais un petit peu sur la terrasse en matant les adolescentes à poil. Moi aussi, j'avais acheté un télescope, mais ce n'était pas pour regarder les étoiles. Enfin, je gérais. Je gérais plus ou moins bien. Je faillis quand même me jeter du haut de la falaise 3 fois en l'espace de 2 semaines. Je revis Harry, il allait bien. Truman, par contre, avait pris un coup de vieux. Nous fûmes réinvités à dîner, en compagnie cette fois d'un couple de Belges qui venaient de s'installer dans la région. Harry m'avait présenté l'homme comme un philosophe belge. En réalité, après son doctorat de philosophie, il avait passé un concours administratif, puis mené la vie terne d'un contrôleur des impôts. Avec conviction d'ailleurs, car sympathisant socialiste, il croyait aux bienfaits d'une pression fiscale élevée. Il avait publié de ci, de là quelques articles de philosophie dans des revues de tendance matérialiste. Sa femme, une sorte de gnome aux cheveux blancs et courts, avait elle aussi passé sa vie à l'inspection des impôts. Étrangement, elle croyait à l'astrologie et insista pour établir mon thème. J'étais poisson ascendant généraux, mais pour ce que j'en avais à foutre, j'aurais bien pu être caniche ascendant pelleteuse. Ce trait d'esprit me valut l'estime du philosophe, qui aimait à sourire des lubies de sa femme. Ils étaient mariés depuis 33 ans. Lui-même avait toujours combattu les obscurantistes. Il était issu d'une famille très catholique et, m'assura-t-il avec un tremblement dans la voix, cela avait été un grand obstacle à son épanouissement sexuel. Que sont ces gens? Que sont ces gens? Me répétais-je avec désespoir en tripotant mes harengs. Harry s'approvisionnait dans un supermarché allemand d'Almeria lorsqu'une nostalgie le prenait de son Mecklembourg natal. De toute évidence, les deux gnomes n'avaient pas eu de vie sexuelle, sinon peut-être vaguement procréative. La suite devait me démontrer en effet qu'ils avaient engendré un fils. Ils ne faisaient simplement pas partie des gens qui ont accès à la sexualité. Ça ne les empêchait pas de s'indigner, de critiquer le pape, de se lamenter sur un sida qu'ils n'auraient jamais l'occasion d'attraper. Tout cela me donnait un peu envie de mourir, mais je contins. Je me contins. Heureusement, Harry intervint et la conversation s'éleva vers des sujets plus transcendants, les étoiles, l'infini, etc., ce qui me permit d'attaquer mon plat de saucisses sans trembler. Naturellement, là non plus, le matérialiste et le théardien n'étaient pas d'accord. Je pris conscience à ce moment qu'ils devaient se voir souvent, prendre plaisir à cet échange et que ça pouvait durer comme ça pendant 30 ans, sans modification notable, à leur satisfaction commune. On en vint à la mort. Après avoir milité toute sa vie pour une libération sexuelle qu'il n'avait pas connue, Robert le Belge militait maintenant pour l'euthanasie, qu'il avait par contre toutes les chances de connaître. Et l'âme, haletait Harry. Leur petit show, en somme, était bien rodé. Truman s'endormit à peu près en même temps que moi. La harpe d'Hildegarde mit tout le monde d'accord. Ah oui, la musique, surtout à volume faible. Il n'y avait même pas de quoi en faire un sketch, me disais-je. Je ne parvenais plus à rire des benets militants de l'immoralisme, le genre de remarque. C'est quand même plus agréable d'être vertueux quand on a accès aux vices. Je ne pouvais plus. Je ne parvenais plus non plus à rire de l'affreuse détresse des quinquagénaires celluliteuses au désir d'amour fou incomblé, ni de l'enfant handicapé qu'elles avaient réussi à procréer en violant à moitié un autiste. David est mon rayon de soleil. Je ne parvenais plus en somme à rire de grand-chose. J'étais en fin de carrière, c'est clair. Il n'y eut pas d'amour ce soir-là en rentrant par les dunes. Il fallait bien en finir pourtant. Et quelques jours plus tard, Isabelle m'annonça sa décision de partir. « Je ne veux pas être un proie, dit-elle. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites, dit-elle encore.
et je continue à me demander si c'était une vacherie. Qu'est-ce que tu vas faire demandai-je. Rentrer chez ma mère, je suppose. En général, c'est ce que font les femmes dans ma situation, non? Ce fut le seul moment, le seul, où elle laissa percer un peu d'amertume. Je savais que son père avait quitté sa mère une dizaine d'années auparavant, pour une femme plus jeune. Le phénomène se développait certes, mais enfin il n'avait rien de nouveau. Nous nous comportâmes en couple civilisé. En tout, j'avais gagné 42 millions d'euros. Isabelle se contenta de la moitié des acquets, sans demander de prestations compensatoires. Ça faisait quand même 7 millions d'euros. Elle n'aurait rien d'une pauvresse. Tu pourrais faire un peu de tourisme sexuel, proposai-je. À Cuba, il y en a qui sont très gentils. Elle sourit, hocha la tête. On préfère les PD soviétiques, dit-elle d'un ton léger, imitant furtivement ce style qui avait fait ma gloire. Puis elle reprit son sérieux, me regarda droit dans les yeux. C'était un matin très calme. La mer était bleue, étale. Tu ne t'es toujours pas tapé de pute? Demanda-t-elle. Non. Eh bien, moi non plus. Elle frissonna malgré la chaleur, baissa les yeux, les releva. Donc, reprit-elle, ça fait 2 ans que tu n'as pas baisé? Non. Eh bien, moi non plus. Oh, nous étions des petites biches sentimentales, et nous allions en crever. Il y eut encore le dernier matin, la dernière promenade. La mer était toujours aussi bleue, les falaises aussi noires, et Fox trottait à nos côtés. Je l'emmène, avait tout de suite dit Isabelle. C'est normal, il a été plus longtemps avec moi. Mais tu pourras le prendre quand tu veux. Civilisé au possible. Tout était déjà emballé. Le camion de déménagement devait passer le lendemain pour transporter ses affaires jusqu'à Biarritz. Sa mère, quoiqu'ancienne enseignante, avait bizarrement choisi de finir ses jours dans cette région pleine de bourgeoises hyper friquées qui la méprisaient au dernier degré. Nous attendîmes encore 15 minutes. Ensemble, le taxi qui l'amènerait à l'aéroport. Oh, la vie passera vite, dit-elle. Elle se parlait plutôt à elle-même, il me semble. Je ne répondis rien. Une fois montée dans le taxi, elle me fit un dernier petit signe de la main. Oui, maintenant, les choses allaient être très calmes.